bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre donc de ce cycle qui est sur la géopolitique de la Russie depuis Pierre le Grand jusqu'à Vladimir Poutine, cette année, nous traitons de la période de Yeltsin, que j'ai qualifiée d'espérance, de crise et de chaos. Alors, plusieurs chapitres ont été vus, l'un sur la jeunesse, l'autre sur l'ascension politique de Boris Eltsine, la rivalité avec Gorbatchev, chapitre 3, le chapitre 4 consacré à 91, chapitre 5 aux deux années terribles 92-93, et aujourd'hui, j'aborde donc la première guerre de Tchétchénie de 94 à 1996. Alors, avant de donner des détails, pardonnez-moi pour ces fausses manœuvres, euh, je voudrais donc évoquer, il y aura deux parties dans mon chapitre. La première partie, ce sera comment l'ours russe a mis la patte sur la Tchétchénie, donc depuis la fin du XVIIIe siècle. Il a commencé à cette période-là, même le début du XVIIIe. Et dans la deuxième partie, je traiterai donc des années 90, c'est-à-dire de la première guerre de Tchétchénie. Euh, Auparavant, à titre d'introduction, je veux répéter que certainement la conquête de la Tchétchénie a été l'opération la plus délicate, la plus dure, disons, euh, celle qui a rencontré la plus vive opposition dans l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Nous en verrons quelques preuves dans ce chapitre et ensuite, l'année prochaine, nous verrons aussi la suite, hélas, de ce feuilleton des rapports tumultueux entre la Tchétchénie et la Russie, à l'époque, cette fois-ci, de Poutine. Donc, première partie, le très lourd contentieux entre la Russie et la Tchétchénie. J'ai mis depuis le 19e, parce que ça correspond à ce qu'on appelle les guerres caucasiennes, mais j'aurais pu mettre depuis le 18e siècle. Alors, envisageons brièvement, puisque c'est quand même pas le cœur de notre propos, envisageons donc comment s'est opérée la conquête tsariste. Et d'abord, situons, du point de vue de la géopolitique de l'époque, la Tchétchénie. Bon, la Tchétchénie, donc, c'est ce pays qui se situe dans le nord des montagnes du Caucase et qui se trouve, on le voit assez bien sur cette carte, au confluent des influences, des rivalités, des ambitions de trois grands empires de l'époque, l'Empire russe au nord, l'Empire ottoman à l'ouest et au sud l'Empire iranien ou perse ou encore safavide. Donc, on comprend que ces trois empires qui se heurtent et à un moment donné se soient retrouvés donc dans ces régions du Nord-Caucase. Le premier tsar à s'intéresser de près à la Tchétchénie, c'est Pierre le Grand. Pierre le Grand qui se lance dans une guerre dite russo-persane à partir de 1722. Je reviens sur la carte pour expliquer que Pierre le Grand, donc, qui est en rivalité immédiate avec l'Empire ottoman, veut éviter que l'Empire ottoman ne progresse vers les pays du Nord-Caucase et pour cela, donc, essaye d'y mettre la main sur ces pays, mais se heurte à ce moment-là aux ambitions de l'Empire iranien. Donc c'est une guerre entre la Russie et Téhéran, et l'Empire perse. Bon, cette guerre, au départ, est plutôt favorable à la Russie, puis le vent tourne et à la mort de Pierre le Grand, tous ces gains territoriaux s'avèrent
tout à fait, comment dirais-je, éphémère et rien de décisif n'est fait. Plus tard, donc, pas presque un siècle plus tard, à l'époque de Catherine II donc revient, envoie ses troupes dans cette région du Nord-Caucase, mais là aussi se heurte à un refus, un rejet, une résistance extrêmement forte. Des soldats russes sont capturés, sont tués, notamment à la principale bataille, la bataille de Sunja, le 6 juin 1785. En effet, dans ces pays du Nord-Caucase, il y a un chef religieux qui s'est révélé, c'est le cheikh Mansour. Nous verrons à plusieurs reprises le poids de ces imams, de ces cheikhs, qui, s'appuyant sur la religion, sur l'islam, eh bien, arrivent à être des chefs de guerre tout à fait puissants, charismatiques. C'est le cas du cheikh Mansour. Les opérations russes continuent euh, sous Alexandre Ier. Donc Alexandre Ier, c'est le tsar, vous le savez, qui a combattu Napoléon. Et après avoir combattu victorieusement Napoléon, lui aussi revient dans le Nord-Caucase. Bon, et on peut imaginer qu'après avoir vaincu l'armée napoléonienne, il ne fera qu'une bouchée de l'armée tchétchène. Eh bien non, très vite, un de ses généraux déclare: il est tout aussi difficile d'asservir les Tchétchènes et d'autres peuples de cette région que d'aplanir le Caucase. Donc, c'est un fait, depuis déjà Pierre le Grand, le Nord-Caucase est peuplé de populations qui sont très, qui tiennent beaucoup à leur indépendance et qui sont des guerriers, des guerrières, je parle des populations, tout à fait redoutables. Donc néanmoins, les armées d'Alexandre donc, continuent à progresser à partir de 1817, donc c'est ce qu'on va appeler les guerres caucasiennes, et se poursuivent ces combats donc dans le nord Caucase jusqu'en 1864, notamment sous le tsar Nicolas Ier, donc qui règne de 1825 à 1855. Alors, sur cette carte, on revoit bien quels sont les objectifs russes de ces guerres caucasiennes. Il s'agit évidemment de consolider la frontière avec ces peuples très indépendants et ces empires assez menaçants, l'Empire ottoman, l'Empire perse, mais il n'y a pas que des objectifs stratégiques, il y a aussi des objectifs commerciaux. En effet, il s'agit de routes extrêmement importantes. La Russie, notamment, veut percer, si je peux dire, le Caucase. Enfin, elle veut pas percer le Caucase, mais elle veut qu'au milieu, à peu près là où je montre la flèche, c'est-à-dire vers la Géorgie actuelle, une route soit tracée qui permette un commerce facile donc entre la Russie et tous ces territoires du Sud-Caucase. Et pour pouvoir construire la route, il faut avoir la paix et donc se rendre maîtresse pour la Russie de ces territoires du Nord-Caucase. Alors, des succès, mais de maigres succès, que ce soit sous Alexandre ou sous Nicolas Ier. Euh, Immédiatement, on parle des Tchétchènes comme d'une poignée de sauvages. Hein. Euh, les, Très vite, pour combattre ces sauvages, on est encore plus sauvage qu'eux, puisque on n'hésite pas à exterminer une partie de la population, notamment chez les Tchétchènes. Je ne sais pas ce qui se passe là.
Pardonnez-moi, on va revenir en arrière. Je n'aime pas ça, bien sûr. Tout le diaporama qui défile. Il n'y a plus de suspense. C'est terrible. Voilà. Bien. Donc, je disais que en combattant, là, notamment lors des guerres caucasiennes, les Tchétchènes, les chefs russes prennent conscience de la difficulté d'asservir les Tchétchènes. Euh, l'un, l'un est plus lucide que les autres. Il écrit un chef en 1814, cette œuvre, c'est-à-dire asservir les Tchétchènes, s'accomplira non pas avec les baïonnettes, mais avec le temps et les lumières qui nous font également défaut. Bon. Mais bien peu pensent à ce type de conquête et la plupart pensent qu'il faut mener une guerre sans merci et exterminer une partie pour être maître du territoire. Donc, ces guerres caucasiennes qui vont durer plusieurs décennies sont féroces. Alors, quelle est la tactique, la logistique des populations russes de cette époque? Brièvement, euh, bon, les soldats qui sont mobilisés dans le Nord, les soldats russes mobilisés pour combattre dans le Nord-Caucase sont la plupart des Serbs. Ils sont dotés d'un équipement de style européen, vous le voyez sur la gravure, assez mal adapté au contexte, mais les Russes ont l'avantage du nombre, de l'unité de commandement, et puis ils ont une puissante artillerie qui va avoir le dernier mot, évidemment, dans le siège des villages, même lorsqu'ils sont farouchement défendus par les Tchétchènes. L'artillerie, bien sûr, aura le dernier mot. D'autres autres atouts des troupes russes, c'est la présence de troupes irrégulières qui ont été formées peu à peu aux conditions de la guerre du Caucase, les Cosaques. Euh, donc, les Cosaques sont utilisés tout au long du Caucase et notamment, il y a un régiment qui a été constitué dans la partie est du Caucase et ces Caucases vont se battre donc contre les Tchétchènes. La tactique russe, je l'ai sous-entendu il y a un instant, hein, elle est féroce. C'est des tactiques de représailles contre les populations civiles. On détruit des villages entiers. Euh, la plupart de ces campagnes russes sont accompagnées de déportations forcées, de réinstallations forcées aussi de populations. Il y a une haine de plus en plus grande de la part des Russes envers les Tchétchènes, avec une hostilité particulière. Le général Yermolov, qui dirige les troupes russes pendant un temps, les qualifie de vauriens, de scélérats, de brutes, de plus vicieux des brigands qui ont attaqué les Russes. Euh, Ce même Yermolov essaie de priver les Tchétchènes de leurs terres et pour les réduire vraiment à la famine. Euh, mais cette politique ne produit au contraire que un désir de vengeance de la part des Tchétchènes. Euh, c'est à cette époque que le Tchétchène va devenir le personnage euh, dans la mythologie russe le plus négatif, le plus haï. Dans les histoires qu'on raconte aux enfants russes, il y a toujours le méchant tchétchène qui apparaît. Donc,
c'est une haine qui va nourrir toutes les imaginations russes et qui explique l'hostilité actuelle, qui est plus qu'une hostilité, qui est donc de la haine. Alors, cette guerre de conquête est une guerre qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a face à face des combattants qui ne sont pas du tout au même niveau, ni en nombre, ni en ce qui concerne les armements, hein. J'ai fait exprès de mettre sur cette diapositive d'un côté l'artillerie, les canons russes, et de l'autre côté les Tchétchènes qui se battent donc à cheval avec des fusils ou des armes blanches. Alors, euh, les Tchétchènes utilisent plusieurs formes de résistance. La guérilla, euh, ils profitent de leur connaissance du terrain montagneux du Caucase pour mener des attaques surprises contre les forces russes. Ces attaques sont souvent conduites par des petits groupes très mobiles, ce qui rend difficile pour les Russes de les localiser et de les combattre efficacement. Leur stratégie est aussi une stratégie de diversion, de harcèlement, pour affaiblir les forces russes, pour les empêcher de concentrer leurs efforts sur un front unique. Cela comprend d'ailleurs des attaques contre les lignes de ravitaillement, les convois, les postes de garde russes. Autre avantage des, des Tchétchènes, c'est les alliances qu'ils nouent avec d'autres peuples caucasiens. Les Tchétchènes ont toujours cherché à former ces alliances, notamment avec les Ingouches, euh, avec les Dagestanais, et ceci évidemment les aide à renforcer leur résistance contre l'Empire russe. Ces alliances euh, sont basées évidemment sur des intérêts communs, la défense d'autonomie de ces peuples, la défense de leur identité culturelle. Autre tactique, c'est pardon, la défense acharnée des forteresses. Les Tchétchènes ont défendu leurs villages, euh, leurs forteresses contre les attaques russes. Certaines forteresses, comme celle de Dargo, que je montre sur la carte dans le sud, sont devenues des symboles de la résistance tchétchène et ont tenu bon pendant des années, malgré les assauts répétés des forces russes. D'autre part, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je parlais tout à l'heure de la supériorité de l'artillerie russe, mais les Tchétchènes ont d'excellentes armes. Ils ont notamment des fusils rayés qui leur permettent de tirer à des portées supérieures à celles des Russes. Et ils utilisent très bien ces armes. Et puis, je commençais tout à l'heure à le signaler à propos de de la guerre de Catherine II dans ces régions. Les Tchétchènes savent se choisir des chefs militaires compétents et charismatiques. C'est le cas donc cet imam Shamil, ça s'écrit, ça s'écrit différemment, euh, et de Chamil, un chef russe écrit: Nous n'avons jamais eu un ennemi aussi sauvage et aussi dangereux que Chamil. Sa puissance a acquis un caractère à la fois militaire et religieux, comme celui de Mahomet lorsque, dans les débuts de l'islam, il bouleversait les trois quarts du globe. Donc, Chamil
et a su mobiliser, a su inspirer le peuple tchétchène d'une manière tout à fait remarquable. Euh, alors, il est devenu célèbre en tant que chef spirituel et militaire dans les années 1830. Euh, c'est à partir de cette époque qu'il va diriger la révolte. Euh, il va rallier sous sa bannière pas simplement les Tchétchènes, mais les peuples qui entourent la Tchétchénie, c'est-à-dire les Ingouches et les Daguestanais. D'autre part, et c'est essentiel, en tant qu'imam, c'est-à-dire donc haut dignitaire religieux, celui qui dirige la prière, eh bien, en tant qu'imam, Chamil va utiliser sa position religieuse pour mobiliser le soutien populaire. Il a toujours invoqué les principes religieux, il a promis de défendre l'islam euh, con- contre ce qu'il perçoit une menace, c'est-à-dire la religion orthodoxe. Sa stratégie militaire, eh bien, c'est celle du harcèlement, des attaques surprises que j'ai déjà décrites, et puis bien sûr, elle est liée, cette stratégie, à une connaissance tout à fait remarquable de la montagne. On cite souvent comme l'un des moments les plus célèbres de la résistance de Chamil le siège de la forteresse russe de Véden. Euh, le siège a duré plusieurs mois, il a été finalement infructueux, mais il a illustré la capacité de Chamil à mobiliser de grandes forces et à tenir tête aux forces russes. Alors, Chamil a été fait prisonnier par les Russes en 1859. Il a été donc capturé, envoyé en exil en Russie, où il a vécu donc jusqu'à sa mort en 1871. On voit sur cette gravure la reddition, présentée comme honorable tout à fait, de Chamil. Euh, on voit aussi une photo, c'est à la fin de sa vie, donc il est vieux, assis sur une chaise, euh, mais toujours ce regard plein de dignité et de détermination. Donc, j'ai voulu illustrer brièvement, mais cette première conquête donc de la Tchétchénie par les troupes tsaristes depuis, on peut dire, Pierre le Grand jusqu'à Alexandre II. Ensuite, il y aura la période bolchevique qui ne sera pas plus, comment dirais-je, qui ne sera pas moins dure, moins sanglante, moins rigoureuse que la période tsariste. Alors je rappelle bon, qu'en 1917, peu après la révolution d'octobre, la Tchétchénie va proclamer son indépendance. Il y aura pendant quelques mois un gouvernement de la République démocratique tchétchène. Mais comme dans toutes les autres régions de la Russie, une guerre civile très complexe éclatera en Tchétchénie comme ailleurs, qui mettra aux prises des forces bolcheviques, qui seront finalement victorieuses, les armées blanches, anti-bolcheviques, et des groupes locaux, nationalistes. Bon. Donc, toutes ces forces se font une guerre acharnée entre 1918 et 1922, et finalement, les bolcheviks l'emportent, et en 1922, la Tchétchénie va être incluse dans le nouvel État, l'Union soviétique, en tant que République autonome socialiste soviétique tchétchène.
République autonome socialiste soviétique tchétchène, incluse de force évidemment. Et les bolcheviks, je le suggérais tout à l'heure, vont être euh, aussi durs envers les Tchétchènes que l'avaient été les tsars, en pratiquant une politique d'assimilation systématique. Alors, d'abord, bien sûr, c'est la répression de toute idée, de toute forme d'indépendance ou d'autonomie. Euh, donc, la Tchétchénie, comme toutes les autres régions du nouvel État soviétique, est soumise à une politique de centralisation du pouvoir, avec donc des Russes qui occupent les postes principaux du Parti communiste et bien sûr de l'État. La collectivisation, comme dans les autres parties de l'Union soviétique, le nouveau régime communiste veut éliminer la petite paysannerie. Aussi, dans les années 20 et 30, on assiste à une confiscation des terres et des biens des paysans et à leur intégration forcée dans des fermes collectives, kolkhoz, sovkhoz. Euh, alors, je le redirai tout à l'heure, cette politique très, très dure, systématique, va entraîner des résistances locales que les soviétiques vont réprimer avec beaucoup de violence. Répression politique aussi, parce que tout au long de la période soviétique, les autorités de Moscou vont réprimer toute forme d'opposition. Euh, les leaders nationalistes, les leaders religieux sont particulièrement ciblés. Des milliers de personnes sont arrêtées, sont exécutées, déportées parce que on les considère comme des opposants réels ou potentiels au régime. Dans le cadre de la politique de russification qui est menée donc, elle aussi à l'échelle de l'Union soviétique, les autorités russes encouragent l'enseignement de la langue russe et la diffusion de la culture russe dans tout le pays. Industrialisation, dans la mesure où sous Staline, on assiste, vous le savez, à une intensification du développement industriel, notamment pour les industries d'armement. Donc, il y a des usines, des mines, des installations industrielles qui sont implantées dans le Nord-Caucase et certaines donc en Tchétchénie. Euh, L'Union soviétique, qui s'est proclamée État athée, eh bien, réprime évidemment l'islam en Tchétchénie. Ça veut dire que beaucoup de mosquées sont fermées, que les pratiques religieuses sont limitées, que les chefs religieux sont persécutés dans cette politique générale de lutte contre la religion. Mais les Tchétchènes ne restent pas passifs et on assiste à une résistance tchétchène très forte, diversifiée à l'intégration bolchevique. Une résistance d'abord armée, euh, des groupes tchétchènes, malgré donc, comment dirais-je, la reddition de l'imam Shamil, malgré la reconnaissance obligée de la domination russe, malgré tout cela, certains groupes tchétchènes continuent à résister militairement contre les forces soviétiques, notamment dans les années qui ont suivi la révolution de 1917,
des soulèvements armés éclatent dans la région. Alors bien sûr, ces soulèvements sont assez vite réprimés par les soviétiques, mais ils existent. Tout à l'heure, je suggérais que la politique de collectivisation forcée imposée par les soviétiques avait rencontré de fortes résistances de la part des paysans tchétchènes. De nombreux paysans refusent de se soumettre aux autorités soviétiques, de remettre leur bétail, leur matériel et continuent, hein, clandestinement à pratiquer l'agriculture de manière traditionnelle. Les autorités soviétiques ont également dû faire face à une opposition politique persistante en Tchétchénie de la part des nationalistes tchétchènes. Il y en a toujours, des partisans de l'indépendance. Alors bien sûr, on arrête, on condamne, je l'ai dit, mais on sent très bien que le feu couve sous la cendre. De même, l'identité culturelle, malgré les efforts des soviétiques pour russifier, pour supprimer et éradiquer l'identité tchétchène, eh bien néanmoins, de très nombreux Tchétchènes continuent à pratiquer, à préserver leur langue, leur culture, leurs traditions, notamment les coutumes religieuses sont maintenues, clandestinement certes, mais malgré les pressions. Et puis, ce qui montre combien la résistance tchétchène n'a pas disparu. Elle s'est simplement, elle est devenue de plus en plus clandestine en raison des violences de l'époque stalinienne. Mais lorsqu'il y a une opportunité, et cette opportunité va arriver en 40-41, eh bien, on va voir surgir en Tchétchénie une véritable insurrection, euh, encouragée par les échecs soviétiques de la guerre d'hiver en Finlande. On voit deux hommes, un certain Hassan Israilov et son frère Hussein, établir une base de guérilla dans les montagnes du sud-est de la Tchétchénie. Euh, Ce sont des intellectuels, journalistes, et là, ils établissent dans les montagnes du sud-est de la Tchétchénie un mouvement de guérilla pour préparer une insurrection armée contre les soviétiques. Et au début de février, donc tout commence déjà dans les années 30, euh, ils sont arrêtés, condamnés à la prison, mais libérés, ils reviennent dans le pays et ils vont profiter justement de, des difficultés de la Russie en Finlande pour lancer leur mouvement de guérilla, lancer une insurrection qu'on appellera l'insurrection tchétchène de 1940. Voici la déclaration de Israilov en février 40. Il explique pourquoi il a accepté de présider un gouvernement révolutionnaire. J'ai décidé, dit-il, de devenir le chef afin de mener à bien une guerre de libération pour mon propre peuple. Je comprends très bien que non seulement en Tchétchéno-Ingouchie, mais dans tous les peuples du Caucase, il sera difficile de se libérer du joug pesant de l'impérialisme rouge. Mais notre foi fervente dans la justice et notre foi dans le soutien des peuples épris de liberté du Caucase et du monde entier
m'inspire vers cet acte, à vos yeux impertinent et inutile, mais à ma conviction, la seule étape correcte historique. Les vaillants Finlandais prouvent maintenant que le grand empire esclavagiste est impuissant face à un petit peuple épris de liberté. Dans le Caucase, vous trouverez votre deuxième Finlande et après suivront d'autres peuples opprimés. Depuis 20 ans maintenant, les autorités soviétiques combattent mon peuple, visant à le détruire groupe par groupe, d'abord des koulaks, puis les mollahs et les bandits, puis les bourgeois nationalistes. Je suis sûr maintenant que le véritable objet de cette guerre est l'anéantissement de notre nation dans son ensemble. C'est pourquoi j'ai décidé d'assumer la direction de mon peuple dans sa lutte pour la libération. Formidable, magnifique déclaration d'Israïlov, tout y est. Et durant l'été 41-42, le soulèvement des Tchétchènes s'étend donc à une partie du Caucase, en tout cas de la Tchétchénie, où on va trouver plusieurs milliers de guérilleros et au moins 25 000 sympathisants. C'est alors que se produit l'arrivée des Allemands, donc depuis juin 41, les nazis se sont retournés contre les bolcheviks et donc des troupes allemandes arrivent dans le Caucase et ces troupes vont tenter évidemment de se rallier les insurgés tchétchènes. Alors quelques-uns vont tomber dans le panneau en espérant que les Allemands leur accorderont leur indépendance, mais s'étant aperçus vite, comme les Ukrainiens d'ailleurs ou les Baltes, que les Allemands ne leur accorderaient pas cette indépendance, la plupart des insurgés tchétchènes vont tourner le dos aux Allemands, vont les combattre et vont continuer à lutter à la fois contre les Allemands et contre les Soviétiques. On aperçoit qu'il y a quelques fautes de frappe. Pardonnez-moi, j'ai fait ça un peu vite. Il va falloir que je corrige cela. Alors, donc, ce double combat des résistants tchétchènes dure donc toute l'année 43, mais en 44, donc Staline ayant repris le dessus, euh, eh bien, Staline est décidé à punir le peuple tchétchène, puisqu'il l'accuse à tort de collaboration. Il n'y a qu'une infime minorité de Tchétchènes qui ont collaboré avec les Allemands, mais vous le savez, les Soviétiques accordent peu d'importance à la vérité. Donc, pour punir le peuple tchétchène, Staline fait massacrer une partie de la population, notamment dans la partie montagneuse, et il fait déporter près de 500 000 Tchétchènes et Ingouches au Kazakhstan. Donc, cette insurrection tchétchène de 1940, qui était tenue, enfin, qui n'apparaissait jamais dans les manuels, les livres soviétiques, est extrêmement importante et montre encore une fois que à cette époque-là, malgré plus d'un siècle de soi-disant conquête, colonisation, rien n'est joué et que le ressentiment tchétchène et l'espoir d'indépendance sont tout aussi grands en Tchétchénie. Alors, euh, les Soviétiques, donc, ayant repris la direction de tout le pays, de 44 à 91, bon, la Tchétchénie, comme toutes les autres républiques, régions de Russie, vont évidemment connaître le joug extrêmement lourd de Moscou et
toute autonomie sera pratiquement interdite. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que euh, dans la population, le ressentiment n'ait pas été entretenu envers Moscou et que donc il suffit d'une opportunité pour que l'esprit d'indépendance rejaillisse à nouveau. C'est ce qui va se produire, évidemment, en 1991, au moment donc de la désintégration de l'Union soviétique. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, qui sera un peu plus brève nécessairement, en raison du temps, celle que je consacrais donc à la première guerre de Tchétchénie. Mais il m'a semblé que on comprendrait très mal la, la rudesse de cette guerre si on n'avait pas en tête, évidemment, les combats sur 2 siècles, les 2 siècles précédents. Alors, euh, je commencerai par ce qu'on pourrait appeler les prémices de la guerre, c'est-à-dire la proclamation de l'indépendance de la Tchétchénie et l'arrivée au pouvoir en Tchétchénie du général Doudaïev. Ceci se passe durant les mois de septembre et de novembre. Alors, rappelons, août 91, c'est le putsch à Moscou. Gorbatchev se repose au bord de la mer Noire et un putsch éclate. Yeltsin donc en profite, Gorbatchev revient, mais Yeltsin le dépouille de tous ses pouvoirs. Alors, pendant cette période d'intense agitation à Moscou, eh bien, à Grozny, il y a aussi dissolution du gouvernement par les indépendantistes et Yeltsin est d'accord puisque tout ceci ne peut qu'affaiblir le pouvoir de Gorbatchev. Mais les choses vont changer. Dès le mois d'octobre, un général que je vais présenter dans un instant, le général Doudaïev, qui est tchétchène, mais qui a vécu la plupart de sa vie active de militaire en dehors de la Tchétchénie, Doudaïev est élu président et Eltsine, apprenant donc que le pays s'est proclamé république avec un nouveau président, eh bien Yeltsin cesse de regarder d'un œil favorable ce qui se passe à Grozny et adresse un ultimatum à la Tchétchénie. Alors, un mot sur ce nouveau chef, euh, Djokhar Doudaïev. Pardon. Alors, je me perds dans mes pages. Donc, Doudaïev. Oh, qu'est-ce qui se passe? Doudaïev, donc, est un pilote de chasse qui va devenir donc très vite un officier réputé en Union soviétique. Il est donc il est né en Tchétchénie, mais il a été déporté avec sa famille au Kazakhstan. Et Doudaïev, donc, notamment en 1988, est un peu le chef des troupes russes dans les pays baltes, et il se montre particulièrement conciliant envers les indépendantistes baltes de cette époque. Et il sera d'ailleurs rappelé à Moscou. Puis on retrouve Doudaïev en, en Tchétchénie à partir donc d'octobre, oui, de 90, de 1990, et il est élu au Congrès
de Grozny. Et donc, il se lance véritablement dans la politique, ce qui lui permet, donc, au mois d'octobre 91, d'être élu président. Donc, Doudaïev va être très vite populaire dans son pays, en dépit de ses méthodes assez musclées. Euh, Dès le 9 novembre, alors je passe à une deuxième sous-partie, la période novembre-décembre, de novembre 81 à décembre 94, où là, on se prépare la guerre entre les deux pays. Dès le mois de, dès novembre 91, hein, 3 ans avant que la guerre de Tchétchénie ne commence. Yeltsin a envoyé des troupes à Grozny, mais au bout de 3 jours, les troupes russes doivent faire demi-tour, car la résistance est très forte. Alors à ce moment-là, euh, euh, Helsinki va se montrer très dubitatif. Il ne sait que faire. Il sent très bien que la Russie ne peut accepter que la Tchétchénie devienne indépendante, sinon ça va être le, elle va contaminer, enfin, le, les autres régions de Russie vont également demander leur indépendance, donc il faut faire quelque chose, mais quoi? Donc il hésite, assez mal conseillé, et il se trouve donc face à Doudaïev. Doudaïev, Doudaïev donc hésite lui aussi, mais il, euh, il décide de passer le Rubicon et de s'opposer frontalement donc à la Russie. Et il fait une déclaration qui montre sa détermination. Ces 3 derniers siècles, on nous a appris à survivre non pas individuellement, mais en tant que peuple soudé. Les autres peuples caucasiens non plus ne resteront pas les bras croisés. Oui, ce sera une guerre où tous les coups seront permis et soyez sûrs que nous n'aurons pas l'intention de nous battre sur nos propres territoires. Nous exporterons cette guerre là d'où elle vient. Et l'offensive militaire euh, va donc attendra. Encore une fois, il y aura des tergiversations. Et les choses vont. La véritable guerre va commencer en décembre 94. Alors, avant de parler des opérations, je voudrais donc caractériser euh, le, caractériser, si vous voulez, la manière de mener cette guerre. Et vous verrez donc qu'il y a de nombreuses comparaisons à faire avec ce qui se passe en Ukraine. D'abord, les Russes sous-estiment les opérations à mener. C'est le ministre de la Défense, Gratchev, qui est donc aux manettes, et il déclare que ça sera presque une promenade, hein, que ça durera quelques heures. Enfin, on croirait entendre euh, euh, Poutine partant à la conquête de l'Ukraine. Donc, sous-estimation. Mépris total de l'adversaire. Là aussi, on croirait une répétition de ce qui se passera par rapport aux Ukrainiens. Les adversaires, les Tchétchènes, sont des sauvages. Ils ne sont pas armés comme il faut. Ce sont des gens donc sans foi ni loi. On doit les traiter avec beaucoup de dureté. Ils ne méritent que cela. Bon, etc., etc. Les forces
soviétiques ne sont pas du tout préparés à une guerre qui va être une guerre, on va le voir, surtout de guérilla et également une guerre de rue dans la capitale Grozny, hein, euh, alors que les forces sont surtout des forces des blindés. La tactique est une tactique qui est inspirée des combats de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, c'est très mauvais. Le moral du commandement, alors bien sûr, Gratchev, il croit ou il fait semblant de croire à une victoire extrêmement rapide et facile. Mais il y a d'autres chefs qui disent, attention, nous allons retomber dans un bourbier comme l'Afghanistan. On ne, Ce genre de guerre, lorsqu'un peuple vraiment combat pour la liberté, c'est des guerres très dures et sans fin. On a tort de procéder de cette façon-là. Et les troupes, bien les troupes, là aussi on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé en Ukraine. On envoie des soldats très souvent inexpérimentés, issus d'autres régions, évidemment, de la Russie que du Caucase, qui ne savent pas où ils vont, pourquoi ils sont là. Hein, donc, ils ont vraiment un moral dans les chaussettes. Enfin, ajoutons que les alliés de Poutine, de Yeltsin, jouent pas un très beau rôle. Clinton apparemment ne comprend pas du tout et n'a pas conscience de ce qu'est la Tchétchénie, de ce que va être cette guerre. Il dit à Yeltsin que ça lui rappelle la guerre civile, hein, et américaine, alors que ça n'a aucun rapport, et que Yeltsin va devenir aussi célèbre et aussi méritant que Abraham Lincoln, donc ce qui est complètement fou. Hein. Et l'Europe est assez passive aussi. Elle fait semblant de croire à la propagande russe concernant la Tchétchénie, des islamistes, on n'en parle pas trop comme ça, mais enfin disons des radicaux de l'islam, des terroristes déjà, et donc l'Europe ferme les yeux sur ce qui va se passer. Donc, ceci est très important. Alors, pour les phases opérationnelles, il y a une première période qui dure peu de temps, qui dure plusieurs semaines, simplement, entre novembre et décembre 1994. La tactique est simple. Les Russes se sont liés avec les forces tchétchènes qui sont en opposition à Doudaïev, car Doudaïev pratique une politique dure, une politique personnelle, une politique que ses adversaires qualifient de dictatoriale, de sorte donc que Doudaïev, assez vite, s'est fait des ennemis. Donc les Russes essayent de se lier, de s'appuyer sur les forces anti-Doudaïev pour pénétrer justement et abattre Doudaïev, pour pénétrer en Tchétchénie et abattre Doudaïev. Alors, par exemple, il y a cet Avtourkanov, Oumar, qui dirige la coalition anti-Doudaïev. Ses opposants à Doudaïev sont situés dans le Haut-Terek, cette rivière-là où j'ai mis cette pastille verte, et également se dirigent vers Grosny, donc, et vont servir plus que de force d'appoint euh, pour les Russes. Ce seront et on les enverra comme fantassins au premier plan. Et la tactique semble réussir. En effet, les forces de Doudaïev, pardon, reculent et on a l'impression pour les Russes d'un semblant de victoire
Euh, mais ça ne dure pas longtemps, hein. C'est une tactique de Doudaïev. Après un semblant de négociation, les combats reprennent, les forces de Doudaïev attaquent et les Russes sont obligés de reconnaître que leur tactique a totalement échoué. Alors, dans une deuxième phase, les Russes se décident à prendre la capitale, à prendre Grozny. Et ça va être un long siège de plusieurs semaines, de plusieurs mois, entre donc la fin décembre 94 et le début mars 95. Tout commence donc le 22 décembre à 5 heures du matin, un bombardement très intense. Les Russes, euh, grâce à leur aviation, même si le temps n'est guère favorable parce que le temps est couvert, donc l'aviation a du mal à distinguer les cibles, mais très vite, on bombarde à l'aveugle, hein. Et aussitôt, dès les premières heures, dès les premiers jours, il y a plusieurs milliers de personnes, notamment dans la population civile, qui vont trouver la mort. Je peux, je regarde l'heure, j'ai un peu de temps, donc je vous lis un extrait, pardon, je cherche 392, 393. C'est tiré de l'ouvrage donc de Boris Minaïev, Boris Yeltsin, Destinée d'un empire. Alors, voilà, Grozny 297. Témoignage que je vais vous lire sur le siège de Grozny. Ah, pardon, décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Le siège de Grozny. Témoignage du général Trochev. L'opération commença en décembre 94. De l'avis de certains généraux, l'initiative de lancer un assaut de fête pour le Nouvel An appartenait à des hommes de l'entourage immédiat du ministre de la Défense qui, murmurait-on, souhaitaient la prise de la ville pour l'anniversaire de Gratchev, donc le ministre de la Défense. Compte tenu des informations opérationnelles dont nous disposions sur le groupe armé qui défendait la ville, nous aurions dû jeter un minimum de 50 à 60 000 hommes dans l'assaut. Un tel calcul procède de l'expérience historique avérée. Un seul exemple tiré de la Grande Guerre, du 17 novembre au 16 décembre 1941, nos troupes s'acharnèrent. Et bon, dans le cas de Grozny, au 3 janvier, nous n'avions pas plus de 5 000 hommes, alors que les combattants tchétchènes étaient 2 fois plus nombreux. La liaison radio des unités qui assaillaient Grozny se révéla presque paralysée en raison de la confusion qui régnait sur les ondes. Résultat, il n'y eut presque aucune coordination entre les troupes. Le manque d'expérience de la majorité des pilotes mécaniciens de chars et d'engins blindés se fit aussitôt ressentir. Une fois faite la préparation d'artillerie, les troupes, en progressant, tombèrent sur des gravats et débris qui leur barraient la route. Des colonnes dans lesquelles se mélangeaient blindés et véhicules enfilaient des rues étroites sans aucune marge de manœuvre. Résultat, les adversaires tiraient dessus à bout portant du haut des immeubles. Les cadres, chefs de bataillon ou officiers de rang inférieur, n'avaient pratiquement pas de carte de Grozny, d'où d'innombrables erreurs d'orientation.
Quand on avait des cas, dans le meilleur des cas, elles dataient de 1980, trop obsolètes. La vérité, c'est que les combattants tchétchènes n'attendaient que cela. L'entrée dans la ville des blindés, ils agissaient selon un mode opératoire devenu classique depuis la guerre d'Afghanistan, en s'attaquant d'abord aux véhicules de tête et de queue de colonne, avant de passer au crible par un tir de rafale le reste des engins coincés. Des chars et des véhicules blindés purent forcer le passage jusqu'au centre-ville par les grandes artères, mais en l'absence du soutien de l'infanterie, furent majoritairement détruits par des grenades anti-chars. De fait, nous avions perdu l'effet de surprise. La situation devint catastrophique. Seules les unités nord et nord-est purent pénétrer dans le cœur de la ville, mais elles durent combattre dans un encerclement ennemi supérieur en nombre. Donc, le mot qu'il faut retenir, c'est le mot de euh, catastrophe. Donc, cet assaut que je viens de décrire à travers le témoignage du général s'est fait par d'abord trois colonnes, puis quatre colonnes. Bon. Mais euh, en quelques heures, 400 chars et des véhicules blindés sont détruits. Donc le mot catastrophe n'est nullement excessif. Au total, les Russes vont parvenir tout de même à être maîtres de Grozny, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, compte tenu du prix payé pour cette victoire. Donc, le mot désastre, catastrophe, peut être retenu, même si les Russes ont parlé à l'époque de victoire. Alors, après ce siège de Grozny, va s'intensifier dans tout le reste du pays une guérilla, donc, et ce que on peut appeler une tactique de terre brûlée. Euh, Quatrième phase et dernière phase de la guerre, c'est la mort de Doudaïev finalement donc les accords de paix qui vont être signés donc au mois d'août, à la fin août 96. Euh, alors Doudaïev, dont un des deux fils avait été tué dans les premiers jours de guerre, s'est replié dans le sud et a continué surtout à combattre depuis la capitale historique de la Tchétchénie, Vedeno. Vedeno, c'est à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Grozny. Donc, la guérilla donc, a continué à harceler les troupes russes. Un djihad a été déclaré. Des volontaires étrangers sont venus. Mais le, le chef va mourir, donc Djokhar Doudaïev, est touché par un missile russe. Il est en train de téléphoner avec son téléphone portable et il est localisé par le biais de son téléphone portable et un missile donc le tue, un missile guidé par des lasers, donc téléphone portable, et il est tué donc le 21 avril 1996. C'est sûr que sa mort porte un coup au moral des Tchétchènes. De leur côté, les Russes ne souhaitent pas euh, comment dirais-je, continuer le combat. Ils voient que c'est un désastre, que c'est un bourbier, et on arrive ainsi à la volonté de signer des accords de paix. Donc ça se passe au Daghestan, à Khasavyurt, le 31 août 96. Alors, les points de la négociation sont les suivants. Euh,
La capitale, Grozny, va être démilitarisée. Il y aura retrait de tous les effectifs de l'armée fédérale dans un délai de 4 mois de l'armée fédérale russe. Et on remet à plus tard la question du statut de la Tchétchénie. Bon. Donc, euh, pour la Russie, c'est certainement pas une fin glorieuse. Pour la Tchétchénie, euh, c'est une semi-victoire ou une semi-défaite. Euh, En tout cas, le bilan est extrêmement lourd. Euh, il y a eu au moins 80 000 à 100 000 morts si on additionne les morts des deux côtés. Donc, quel prix à payer pour un résultat quand même très mitigé. La situation de la Tchétchénie va rester très instable. La Russie ne reconnaîtra pas l'indépendance de la Tchétchénie et considérera toujours la Tchétchénie comme une région de la Russie. Donc, on sent très bien, si vous voulez, que la question n'est pas réglée, loin de là, et qu'un jour ou l'autre, le feu reprendra en Tchétchénie. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.